Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 93 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet, je pense, qui va vous intéresser. Être psychologue, être thérapeute et hypersensible. Comment se préserver? Parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Pour échanger avec de plus en plus justement de psychologues et de thérapeutes, je me rends compte qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont hypersensibles, il y en a beaucoup qui sont introvertis et que clairement prendre 10 patients dans une journée, c'est juste impossible. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Comment on se préserve en tant que thérapeute, en tant que psychologue, quand justement on a cette particularité d'avoir besoin d'être seul pour, se ressourcer? Quand on peut vite être un petit peu surstimulé par, plein de choses, hein. L'hypersensibilité, c'est pas juste, enfin, il y a plein de domaines dans l'hypersensibilité. J'ai d'ailleurs envie de vous faire un épisode de podcast dédié sur le sujet, pour qu'on puisse aborder les spécificités, en profondeur de tout ça, sachant que je ne suis pas spécialiste, donc je ferai intervenir quelqu'un à ce moment-là. J'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine dernière. Moi, pour tout vous dire, j'ai pas encore vos retours puisque j'enregistre, ce deuxième épisode à la suite du précédent. Donc j'espère que ça aura fait écho en vous et du coup pour, continuer justement un peu sur cette lancée, on va parler du coup de comment se préserver. Est-ce que finalement on peut quand même être psychologue même si on est hypersensible ou thérapeute, hein, peu importe le domaine? Et je pense que vraiment, on choisit pas son métier par hasard. C'est-à-dire que je suis persuadée que même si on a envie d'un métier, on a un attrait particulier, c'est pas pour rien. On devient, on peut devenir diététicienne après avoir souffert de troubles du comportement alimentaire. On peut devenir, oncologue après avoir vu, le cancer, emporter sa mère. On peut devenir psychologue pour, réparer sa famille. Bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, on est d'accord. Mais je pense vraiment intrinsèquement que quand on choisit un métier qui est dans la relation d'aide, bah, c'est parce qu'on est profondément touché par, par l'être humain. Qu'on est très sensible à la souffrance, qu'on a envie d'aider, qu'on n'est pas insensible à tout ça, qu'on a une certaine sensibilité de base, finalement. Et souvent, on se retrouve, bah, avec une empathie extrême, avec une hypersensibilité accrue et on ne sait pas trop quoi faire de ça. On a l'impression que c'est trop, que ça nous submerge à tel point qu'on se demande: «Est-ce que vraiment on est fait pour ce métier?» Parfois. Alors oui, hein, ça fait de nous de super thérapeutes, mais ces mêmes qualités peuvent aussi nous faire défaut, notamment quand on bascule dans le trop. Quand on n'arrive plus à gérer la souffrance d'autrui, quand on n'arrive plus à se préserver soi et que ça vient empiéter, notre vie personnelle, par exemple. Alors bien sûr, on peut faire des supervisions, des groupes d'intervision, on peut faire de la thérapie. C'est même conseillé tout ça. Mais quand ces solutions-là, elles ne suffisent plus, on fait quoi? Parce que là, on n'est pas en train de changer un trait de sa personnalité et on est «obligé» entre guillemets d'accepter de faire avec qui on est. Personnellement, pour me préserver, j'ai pu mettre en place plusieurs choses et je me suis rendu compte d'un détail et vous allez me dire si ça vous parle. Pendant le confinement et ben, on a dû passer, du présentiel à la téléconsultation et je me suis rendu compte que rien que de passer d'un face à face avec un patient à un ordi, à ordi, bah, ça changeait déjà énormément de choses. C'est extrêmement compliqué à expliquer, je trouve, mais en fait, être face à quelqu'un et face à un ordinateur, même si on est dans le même but qui est la thérapie, une séance, hein, individuelle avec un patient, ça change la donne. Je vais vous donner des petits exemples, ça va peut-être vous faire sourire. Bah, en fait, quand ton patient, il arrive un petit peu en avance, à ton cabinet et que toi, en fait, tu as rien à faire et ben, au lieu d'attendre de le prendre à l'heure pile, bah, intérieurement, moi, j'avais du mal donc du coup, je me disais: «Bon, bah, j'ai rien à faire, bah, allez, je vais le prendre», donc ça faisait des séances plus longues. Évidemment, je débordais beaucoup aussi dans mes séances. Alors qu'en visio, eh bien, je n'ai aucun problème à attendre l'heure pile pour accepter le patient dans la salle, voilà, virtuelle, on va dire. Là où c'est plus compliqué en présentiel.
Et puis, il y a aussi cette notion où, en visio, on est chez soi, on est un petit peu dans son cocon. Alors bien sûr, notre cabinet, c'est aussi notre cocon, mais c'est un espace professionnel et surtout, des fois, on le partage avec d'autres professionnels aussi, donc c'est pas comme à la maison, hein, mine de rien. Et en visio, bah, on voit que ça, hein, on voit que la tête, le haut du corps. Donc on peut tout à fait se permettre, d'être en chaussons plaid en dessous. Bah, ouais, mais c'est un confort aussi, supplémentaire et puis, il y a comme une espèce de barrière énergétique là, c'est que comme si finalement le l'ordinateur il permettait de préserver en fait cet espace-là et du coup on se sent moins, sursollicité, moins happé, c'est moins lourd. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressentais. Donc déjà pour me préserver effectivement passer, du présentiel à la visio, ça aide. Maintenant, c'est pas suffisant. Je suis allée encore un peu plus loin. Passer de l'individuel au groupe, ça m'a encore plus aidée et vous allez me dire: «C'est extrêmement bizarre» parce que déjà si tu es épuisé en face à face avec une personne, bah, si tu dois, gérer tout un groupe, ça doit te prendre encore plus d'énergie. Et bah, bizarrement, moi c'est l'inverse. Ça me demande beaucoup plus de ressources et d'énergie d'être avec une personne que d'être avec plusieurs personnes dans le cadre bien sûr professionnel où, c'est moi qui anime le groupe, hein, on est bien d'accord? Dans ce cadre-là. Dans d'autres cadres, ce serait complètement l'inverse, notamment dans la vie perso, ça me demande plus d'énergie d'être en groupe que d'être avec une seule personne et discuter. OK? Et là je parle de la vie, professionnelle. Et du coup, je me sentais beaucoup plus à ma place, beaucoup plus à l'aise de parler à un groupe plutôt que de parler à une personne. J'avais beaucoup plus de facilité finalement à être dans la transmission, de connaissances, à expliquer les choses, plutôt qu'à faire de la thérapie pure et dure. Alors je sais, c'est paradoxal, hein, pour une psychologue, mais écoutez, c'est avec l'expérience, on apprend, qu'on s'en rend compte et qu'on décide, quoi faire de cette information-là. Et puis vous le savez, je suis allée encore plus loin que ça parce que j'ai fermé mon cabinet, c'était plus possible pour moi et je me suis tournée vers la transmission, la création de programmes en ligne, de formation, parce que c'est là où je me retrouve totalement, dans la transmission, dans le partage. C'est pour ça que créer du contenu, moi j'adore aussi vous enregistrer des épisodes de podcast. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que c'est ça vraiment, qui me permettait justement d'être à ma place, de ne pas, bouffer toute mon énergie, mais tout de même d'aider. Alors d'aider de manière différente et de ne pas aider tout le monde, on est bien d'accord aussi. Mais tout comme un professionnel en cabinet ne peut pas aider tout le monde, ne peut pas prendre tout le monde, hein, on est bien d'accord. Et ben, du coup, c'est important de prendre en compte, cette spécificité-là. Avec quoi vous êtes à l'aise, avec quoi vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui vous prend de l'énergie, qu'est-ce qui vous en donne? Et c'est pas que j'ai fait un rejet des gens, c'était juste vraiment une question de survie. J'avais besoin de me protéger, j'avais besoin de me préserver. Et je pense qu'on ne devrait pas juger quelqu'un sur son incapacité à faire comme les autres, mais qu'on devrait plutôt s'inspirer de la façon dont il a su s'adapter, dont il a su adapter son activité à qui il est. Et je vous dis ça parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues, beaucoup de thérapeutes qui sont en burn-out ou en tout cas pas loin, qui le savent, qui le sentent et qui pour autant ne s'arrêtent pas parce qu'ils se sentent coincés. Parce qu'on leur a appris à exercer leur métier d'une certaine manière et que sortir du cadre, c'est mal vu, c'est critiqué et ça nous met l'étiquette mauvais professionnel, mauvais psy, mauvais thérapeute, lui il fait de la merde, c'est de l'arnaque, etc., etc. Et pire que ça, c'est que, en fait, c'est la peur du regard des autres qui va être plus forte que leur propre bien-être. Et je sais de quoi tu parles, je suis passée par là. Mais pire que la peur du regard des autres, c'est la peur du regard des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des collègues. Et c'est assez aberrant de se dire que, en fait, dans le milieu thérapeutique, psychologique, enfin, je veux dire, on est quand même dans un milieu qui est censé être ouvert, bienveillant. Bah, avec nos patients, oui, à 100%. Par contre, entre collègues, bah, c'est un autre monde. Et oui, c'est une triste réalité. Et je pense que, bien sûr qu'on peut être, thérapeute, qu'on peut être psychologue et introverti, qu'on peut être thérapeute et hypersensible. Chacun va avoir ses propres ressources pour se préserver. Mais moi, j'ai pas réussi à le faire en cabinet et c'était pas quelque chose que j'avais envie non plus
d'exploiter, si je peux dire ça comme ça. Des fois, on peut avoir, une solution, mais c'est pas parce qu'une solution existe qu'on est obligé de passer par cette solution-là. Parce que si intrinsèquement tu sens que c'est pas ce chemin-là qui va t'épanouir, qui va te rendre heureux, bah, autorise-toi à prendre un autre chemin, même s'il sort, des sentiers battus. En ce moment, j'aime beaucoup regarder, la série The Good Doctor et j'aime beaucoup parce que, bah, ça parle du trouble du spectre autistique. L'un des chirurgiens, souffre de cette pathologie, du coup, et on voit l'évolution. Comment ça a été compliqué pour lui, au début, d'être dans ce service, de chirurgie en tant qu'interne et puis il est devenu chirurgien titulaire et on voit clairement son évolution au fur et à mesure des saisons de la série. On voit qu'il arrive à s'adapter, qu'il trouve des stratégies et c'est ça qui est important, je pense, à mon sens, c'est, bah, déjà de se connaître soi-même, de savoir où sont nos limites et de pouvoir aussi connaître nos ressources, celles qu'on a envie d'utiliser et celles qu'on n'a pas envie d'utiliser parce qu'on sait que c'est pas ça qui va nous rendre heureux, c'est pas ça qui va vraiment nous nourrir. J'aurais très bien pu persister en continuant des consultations, en travaillant encore plus sur moi. Est-ce que j'en avais envie? Non, parce que ça allait me demander beaucoup plus de ressources, que j'avais envie, de puiser là-dedans. C'est pas très français ce que je dis, hein. Je pense que vous avez compris un peu l'idée derrière. En fait, j'ai trouvé une autre voie qui m'appelait beaucoup plus. Le problème, c'est que cette autre voie, bah, effectivement, elle est critiquée, elle est controversée parce que le domaine des programmes en ligne, des formations en ligne, ben, c'est très mal vu. Il y a une très mauvaise connotation, surtout depuis le confinement où au début ça a explosé et puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'arnaques. Mais c'est un petit peu comme pour tout, j'ai envie de dire. C'était un effet de mode, tout le monde, voyait les bons côtés, c'est-à-dire, super, on peut gagner sa vie sans rien faire, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que voilà, on fait la formation et puis, voilà, on la vend et puis basta. Alors déjà, c'est pas si simple, hein, on crée pas une formation et puis on l'oublie. Ça s'entretient, ça évolue, on met à jour ça tout le temps et puis surtout, ben, on est aussi là avec nos élèves pour les accompagner, pour répondre à leurs questions, leurs interrogations et puis ensuite ça demande d'autres compétences. Parce qu'effectivement, on a cette casquette de psychologue, de thérapeute, mais on a moins celle, du vendeur, du marketing. Autre chose qui est connotée négativement, d'ailleurs. Donc effectivement, il faut faire avec, tous ces idées reçues, tous ces préjugés autour de ce domaine-là et c'est pour ça que, bah, aujourd'hui, j'ai envie d'en parler à ma manière pour montrer que c'est pas du tout ce que l'on croit, de rétablir la vérité un peu là-dessus, de montrer un petit peu l'envers du décor et clairement, les avantages, ils sont là, ils sont indéniables, mais ça demande du boulot aussi, derrière et peut-être 2 fois plus pour justement réussir à inspirer confiance et à faire sortir les gens de cette idée reçue que les programmes en ligne, c'est nul, c'est de l'arnaque, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on aide les gens et je veux remettre un petit peu les pendules à l'heure aussi. Évidemment que c'est pas avec un programme en ligne qu'une personne qui est en dépression va réussir à s'en sortir. Faut être lucide aussi là-dessus. Un programme ne résout pas tout et ne s'adresse pas à tout le monde. Et en toute transparence, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être un petit peu être, bah, encore une fois, c'est pas le genre de choses qu'on dit, parce que ça peut être, critiqué, mal vu et cetera. Mais je vais le dire quand même, parce que je sais que j'en suis persuadée qu'il y en a d'autres qui pensent de cette manière-là. En fait, beh, j'ai pas envie d'aider tout le monde. Il y a certaines pathologies qui me drainent toute mon énergie, qui ne m'intéressent pas. Concrètement, la dépression. Concrètement, toutes ces choses hyper lourdes où faut être hyper patient, compréhensif, bienveillant. Bref, faut avoir des sacrées ressources et ça, j'ai pas envie en fait. Je ne peux plus, je ne peux pas et je ne veux pas. Donc évidemment qu'avec un programme en ligne, je vais m'adresser à des personnes qui sont pas aussi mal qu'on pourrait retrouver des patients en cabinet. Évidemment que je vais m'adresser à des personnes qui sont de base autonomes et indépendantes. Des personnes qui sont attirées par ce type de solution. Qui n'ont besoin entre guillemets de personnes ou en tout cas très peu, de soutien pour avancer par eux-mêmes. Et c'est OK, il y a des personnes qui sont comme ça, d'autres qui ont besoin qu'on les prenne par la main, c'est très bien. Il faut tout pour faire un monde et justement, ce qui me dérange, c'est que ce sont les psys, les thérapeutes qui sont très,
conformiste, bref, l'image classique de je fais des consultations dans mon cabinet en présentiel, surtout pas en visio, hein, qui vont critiquer justement les autres manières de faire. Mais j'ai envie de dire, bah, c'est aussi parce qu'il y a d'autres psys et d'autres thérapeutes qui ont envie de faire autrement, que ça permet de laisser de la place, d'avoir, toujours autant de patients dans d'autres domaines. Je m'explique. Il y a de plus en plus de concurrence sur le marché. Donc pourquoi aller critiquer, cracher sur ceux qui décident d'exercer en ligne? Ben, en fait, on n'est pas en train de toucher à la même patientèle à ce moment-là. Ça va jamais mettre en danger, le le chiffre d'affaires, l'activité des thérapeutes qui sont en présentiel. Parce qu'en fait, c'est juste pas les mêmes personnes qu'on va attirer et c'est OK. Donc bref, je sais que ça peut paraître un peu condescendant de dire que, bah, j'ai pas envie d'aider tout le monde et il y a certaines, pathologies ou certains comportements qui, bah, juste qui sont difficiles à gérer pour moi. Le côté un peu, victimisation. Enfin, je prends des pincettes parce que voilà, hein, dans ce monde-là, on sait à quel point ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, j'ai pas envie de ça, ça me demande trop d'énergie, ça me passionne pas. J'ai pas, les ressources en fait, tout simplement pour ça et c'est OK. C'est un peu comme, bah, l'alimentation, on n'a pas envie de tout manger. Typiquement, moi, les haricots verts, je déteste ça, j'ai pas envie d'en manger, j'en mangerai pas. Bon, c'est pareil. Certaines pathologies, ça m'intéresse pas, j'y prends pas goût, je vais pas aller aider ces personnes-là, ce serait même pas leur rendre service. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc évidemment qu'on peut être thérapeute avec une spécificité, hypersensible, introvertie, même du coup avec, des troubles du spectre autistique et cetera et cetera. L'idée c'est de savoir, justement poser un cadre, être au fait de nos ressources, poser ses limites aussi, être conscient de tout ça pour ne pas se faire happer, par l'extérieur. La seule façon que j'ai réussi du coup, à me préserver, bah, moi, ça a été justement de sortir de ce modèle des consultations et d'aider plus de monde à travers des programmes en ligne, en groupe. C'est-à-dire que chaque mois, je suis présente dans mes programmes, pour répondre aux questions et puis aussi, chaque jour sur un groupe, tout simplement. Ça, c'est OK pour moi parce que ça préserve justement mon énergie. En tout cas, c'est comme ça que je m'y retrouve. Et je serais très curieuse d'avoir vos retours aussi. J'ai très envie de d'interviewer du coup sur le podcast, de recevoir d'autres psychologues, d'autres thérapeutes qui sont avec, ces particularités-là. Est-ce que vous êtes hypersensible? Est-ce que vous êtes introverti? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que, bah, vous ça a dû vous demander une réorganisation de votre, pratique, de repenser un peu les choses autrement, de sortir du cadre? Si jamais vous avez envie, bah, d'en parler, justement, sur le podcast, eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je vais pourquoi pas mettre un petit formulaire aussi dans les notes de l'épisode. Comme ça, on pourrait s'organiser, une petite session enregistrement et ça viendra enrichir ce podcast et surtout, bah, l'idée, c'est de montrer qu'il y a pas qu'une seule façon de faire et qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à être hypersensible, à ne plus avoir envie de faire des consultations, à avoir envie de faire autrement quoi, de sortir du cadre, se choisir soi, se préserver, avoir du temps et cetera et cetera. Donc je vous mets tout ça dans les notes et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.